évidemment, il y a une ironie dans le titre parce que la permanence, pour la danse, c'est l'art réputé impermanent. Et la permanence, ça évoque aussi la permanence politique, les bureaux, le fait de rester ouvert tout le temps. Et on a inventé ensemble, par 4 blocs, une année d'ouverture, de performance, de présentation d'œuvres et de dialogue entre des œuvres du CNAP et puis des activités, des actions, des ateliers, des spectacles aussi, plus liés, on va dire, au musée de la danse, et comment ces 2 types d'œuvres, ces 2 types de rapports à l'œuvre aussi pouvaient se confronter, s'organiser. Et c'est autour de ça qu'on a travaillé. Comment faire tenir un lieu d'exposition avec la danse, mais surtout avec les lunettes d'un musée de la danse. Donc regarder des œuvres de plasticiens aussi, mais avec nos lunettes qui sont celles de la chorégraphie, du mouvement, de la performance, et du coup de relire aussi peut-être des œuvres qu'on connaît, des artistes qu'on connaît, des grands artistes visuels, mais comme si c'était des chorégraphes de notre temps ou des danseurs de notre temps, et de voir ce que ça peut provoquer de les exposer dans un studio de danse, dans un lieu de danse, et de chercher en fait, de tester des choses. Alors, on a commencé par un temps d'ouverture qu'on a appelé Rejouer la performance, et c'était une exposition, moi j'ai adoré ce moment-là d'ouverture, c'est une exposition en évolution constante. On a commencé par exposer Kiss de Tino Sehgal, donc c'est une chorégraphie, mais c'est aussi une œuvre qui a d'ailleurs, il y a un exemplaire au MoMA, il y a un exemplaire au CNAP. C'est 2 danseurs, 2 personnes qui rejouent un peu toute l'histoire de l'art par des baisers, et c'est à la fois une chorégraphie, mais c'est aussi une pièce plastique, une sorte de sculpture vivante très définie, qui fait partie de la collection du CNAP, et on l'a exposée dans le grand studio, ici, et puis on l'a déplacée pour ensuite faire intervenir des photographies d'Édouard Levé, et puis on l'a encore déplacée, Kiss a été dans le hall, a été à l'école des Beaux-Arts aujourd'hui sur une place publique. Et puis on a l'espace laissé libre par Kiss permettait de faire intervenir des œuvres de Roger Balaine, des œuvres d'Absalon, les œuvres d'Édouard Levé. Et à chaque fois on a essayé de les installer, de les désinstaller, de les mettre en mouvement et de travailler comme ça autour d'associations assez libres finalement, mais qui avaient quelque chose à voir avec rejouer la performance. Comment est-ce qu'on reprend, on reconstruit, on rejoue, on détourne des codes, des œuvres, des artistes, des moments de l'histoire liés à la performance. Et c'était bien sûr une manière peut-être facile aussi de se rapprocher entre le CNAP et nous, parce que la performance, c'est ce que moi j'ai raté, je suis né en 73, le grand moment de performance, je l'ai peut-être raté. Le CNAP et la plupart des collections publiques ont aussi raté la performance, parce que quelque part c'était pas considéré comme de l'art visuel, c'était pas assez sérieux, c'était éphémère. Et la danse, et aujourd'hui dans ces années 2000, c'est aussi l'art éphémère qui commence à être collectionné, qui commence à être compris comme un art qui a peut-être une forme de permanence, qui a une forme d'historicité, mais de temporalité qui est spécifique et qu'il faut travailler de manière spécifique, mais qui peut faire partie de collections sérieuses en art contemporain. Donc ça, c'était le premier cycle. Le deuxième cycle, on a travaillé autour de lecture et mouvement. C'est quelque chose qui pouvait intéresser le CNAP, mais qui intéressait aussi vraiment le musée de la danse, parce qu'on pense toujours que la danse et la lecture sont très loin. Si on lit, on ne bouge pas. On est assis au bureau, on est dans son lit, finalement on est dans le métro, on ne bouge pas, le livre nous fixe, on voyage que de manière imaginaire. Et en fait, moi j'aime beaucoup la présence des livres dans les studios de danse, j'aime beaucoup l'idée que la lecture nous met en mouvement, pas seulement de manière imaginaire, mais aussi concrètement, c'est-à-dire on peut installer des textes qui mettent le lecteur, spectateur en mouvement, et de fait la danse est travaillée par l'oralité, par le langage, et donc on a rassemblé des œuvres qui questionnaient comme ça la lecture et le mouvement. Et c'est une ligne de travail qu'on a au musée de la danse, mais qui recoupait des questions et des œuvres présentes dans les collections du CNAP, notamment de poésie sonore avec John Giorno, et puis des grands artistes que moi j'adore, qui sont peut-être a priori loin du musée de la danse, mais comme Laurence Wiener et d'autres. On a confié semaine après semaine à des artistes qui ont relevé le gant d'inventer la manière d'exposer, de travailler à partir du do-it. Le do-it, c'est un format d'exposition, mais c'est aussi un livre, un catalogue de Hans Ulrich Obrist avec des artistes très nombreux qui ont fait des œuvres textuelles, finalement des œuvres de partition, pour une exposition à faire soi-même, à monter soi-même dans un espace donné. Donc c'est une exposition on pourrait dire qu'il a beaucoup voyagé, mais elle n'a pas voyagé, puisqu'en fait il suffit d'avoir le livre et on recrée les œuvres soi-même. Et dans ce catalogue, il y a des chorégraphes et beaucoup de plasticiens et des écrivains aussi qui ont participé, dont moi d'ailleurs. Et on a confié ce livre
Donc vraiment, comme on donnait, c'est pas la Bible, mais on donnait comme ça une Bible d'art contemporain à des artistes très différents qui, pendant une semaine, habitaient le musée de la danse, recréaient des œuvres, le créaient avec les visiteurs, le créaient de manière plastique sur les murs, graphique, mais aussi avec leur corps, en fouillant finalement dans ce livre ce qui faisait sens pour eux. Et ça a beaucoup plu aux visiteurs, moi ça m'a beaucoup plu. Je crois que ça a aussi beaucoup plu aux artistes, ça leur a donné d'autres idées. Il y en a qui continuent à travailler à partir des idées qu'ils ont trouvées dans le Do It, comme un manuel de comment faire de la performance avec du texte qui soit de l'art visuel. Le troisième cycle de la permanence, c'était la question d'inventer un petit musée de la danse finalement, mais pour des enfants. C'est comme si on transformait la porte de notre lieu, on la réduit, on la met toute petite. Bien sûr, il y a des adultes qui peuvent passer, mais il faut qu'ils se baissent. Et comment on invente un espace, et là encore, à partir de collections du CNAP, mais qui fasse sens pour le musée de la danse. Et on a décidé de travailler sur la photographie et le mouvement. Il y avait une très très belle salle dans le petit studio de danse qui est au fond, où il y a des barres de danse. On avait accroché beaucoup d'œuvres choisies par Sébastien Faucon dans les collections du CNAP, qui questionnaient des œuvres photographiques, mais qui avaient une présentation du mouvement, du corps en mouvement particulière. Et puis il y avait 2 danseurs dans l'exposition qui introduisaient à ce questionnement-là, en fait, de comment on fait de la danse. Est-ce que la photo nuit au mouvement finalement, ou est-ce qu'au contraire la photo crée le mouvement? Et c'était un travail du coup avec les enfants et les adultes qui visitaient l'exposition. Et les danseurs passent finalement du guide, du conférencier, du performeur, du professeur et au guide vers les œuvres du CNAP. Donc c'est un projet pour les enfants qu'on a vraiment aimé faire autour de ces questions-là, photographie et mouvement. Le 4e cycle de la permanence, c'est celui qu'on a aujourd'hui, Digest. Et c'est vrai qu'il est né à partir, c'est peut-être un peu trop simple d'une certaine manière, j'étais en train de préparer Manger, ma dernière création, dans lequel on ingère du papier sans fin, et on a essayé de réfléchir à l'alimentation, la nourriture, la transformation, présent dans le champ des arts plastiques, et on a réuni en 4 salles, 4 salles monographiques, des artistes qui ont travaillé avec les questions de nourriture, mais de manière, je dirais, très éclatée. Michel Blasi, c'est un des artistes avec lesquels on rêvait de travailler au Musée de la Danse. Et moi, j'adore cette œuvre parce qu'il a fait peler les murs du centre chorégraphique. Je pense que c'est un drame pour les institutions qui nous soutiennent. On vient là, c'est un délabrement des politiques culturelles. Et en même temps, c'est de la farine d'agar-agar, ça se mange. Je crois que si j'en prends un petit bout et que je l'avale, je ne mourrai pas dans l'heure. Et puis, c'est un artiste, je dirais, qui travaille vraiment à partir des conditions du contexte. Il a récupéré des escargots dans le jardin. Il a récupéré des sculptures de l'école des Beaux-Arts et les a mises dans la salle. Donc c'est une manière vraiment très vivante de faire fonctionner un lieu d'art qui en fait est très proche du performatif que les danseurs et les chorégraphes travaillent aujourd'hui. Et puis je dirais en confrontation avec cette salle-là, on a décidé de présenter des œuvres d'Alain Buffard. C'est un grand chorégraphe qui a commencé dans les années 90, qui a vraiment symbolisé historiquement cette passerelle entre les arts visuels et la danse, parce qu'il a travaillé dans des galeries d'art avant de reprendre la danse. Et la question de la nourriture, d'un corps ouvert finalement, d'un corps qui se suffit pas à lui-même, mais qui est traversé par du social, traversé par des questions de sexualité, de genre, mais du coup d'ouverture, de ce qu'on lui fait avaler. On a rassemblé, mais c'était assez facile d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres dans lesquelles la nourriture est centrale. Et donc on a rassemblé une installation qui s'appelle Eat, qu'il avait fait avec un designer, mais où ils avaient fait vraiment du design alimentaire sur lequel les danseurs travaillent, et puis un film notamment avec Anne Halprin, la grande, je dirais, prêtresse de la performance, qui a beaucoup travaillé sur des rituels, des protocoles de repas, et il a organisé un film avec elle dans lequel il réinvente l'art ensemble, mais en mangeant. Donc on a fait une salle à Alain Buffard, c'était important parce qu'il est décédé, il n'y a pas encore beaucoup d'hommages faits à son travail, donc c'était symbolique de travailler avec lui. Il y a une œuvre de Larry Bott, c'est une chorégraphe, performeuse réputée folle, mais qui n'est pas, qui fait une sorte de pain à la tomate humain en vidéo, mais c'est plus une partition en fait qu'une œuvre en soi, c'est plus faites ça chez vous, il suffit d'avoir de l'ail, une musique hitchcockienne, et le pain c'est le corps, et allez-y. Donc c'est un drôle de film, mais moi que j'aime beaucoup. Et puis le collectif Abaqué est venu ici, s'est emparé du questionnement, a réalisé un film, a transformé notre studio de danse en salle à manger, et à relier d'ailleurs les cuisines, les toilettes, le studio,
autour d'aliments périmés qui sont présentés dans une vitrine qui ressemblerait à une vitrine de musée, mais qui est en fait une vitrine réfrigérée avec uniquement des aliments périmés dont la merde de Manzoni, qui était, je ne sais pas si c'est l'œuvre qui doit terminer la permanence, mais c'est une œuvre importante. Pour nous, c'était un vrai pari d'ouvrir, d'être là ouvert. Faut savoir que le musée de la Danse, c'est aussi une structure où on fait tourner des spectacles en France, à l'étranger, très loin. Donc c'est en plus de ces activités-là qu'on organise la permanence. Et on n'avait même pas une personne chargée de l'accueil avant de commencer ce projet. Donc on s'est développé avec ce projet et le CTAP nous a aidé à devenir un vrai musée de la danse, d'une certaine manière.